Merci, cher Président. Merci aux organisateurs et tout particulièrement à Thomas, qui a pris un grand risque en invitant un lointain cousin africain. Effectivement, on ne voit pas souvent les égyptologues travailler avec les assyriologues. Je suis bien le premier à le regretter. Ceux qui suivent mes travaux et mes cours le savent. Donc je suis très content d'être avec vous. Le thème qui est proposé est un thème qui est depuis longtemps bien connu et traité chez les égyptologues. J'ai donc choisi de ne pas traiter du rapport de l'oralité et de l'écrit dans la transmission littéraire, puisque depuis fort longtemps, dire depuis l'école allemande de la fin du 19e et du début du 20e, depuis les travaux, pour ne citer que lui, de Georges Posner, dans cette même enceinte, et de ses successeurs, au nombre desquels j'ai l'honneur de me compter, la question de la transmission des œuvres littéraires, donc de la mémorisation de tous ces thèmes que nous avons abordés ici incidemment, est chez nous suffisamment traitée pour que je puisse me permettre de vous renvoyer à une bibliographie très abondante. Je me suis contenté de revenir à la racine, si je puis dire, du sujet, c'est-à-dire la différence entre l'oral et l'écrit, et j'ai intitulé cette petite présentation, qui est simplement une série de réflexions qui sont nées d'ailleurs du cours que nous sommes en train de faire sur la littérature et la transmission littéraire, et je suis heureux de saluer certains de mes auditeurs dans la salle, sur le signe et la trace. Alors ne vous méprenez pas sur l'intitulé. Le signe, parce que la civilisation pharaonique a, entre autres avantages, celui de la longueur et de la très abondante production écrite. Les Égyptiens écrivaient sur tout ce qui leur tombait sous la main, des murs de temples jusqu'au moindre caillou. Il y a donc une très grosse production écrite dans tous les domaines, aussi bien de littérature très technique, on a des traités de gynécologie par exemple, que j'écoutais tout à l'heure notre cher collègue parler des stèles funéraires. Nous avons les célèbres appels aux vivants, qui sont une production littéraire stéréotypée, à telle enseigne qu'on a retrouvé des lots de stèles en Moyenne-Égypte, sur lesquels la formule était écrite, il y avait juste en blanc le nom du bénéficiaire à écrire. Donc ce sont des thèmes que nous connaissons bien, et la civilisation pharaonique, outre cette abondante production, a aussi l'avantage d'être une littérature et une écriture non alphabétique. C'est-à-dire que pour nous, la question du progrès qu'il y aurait à passer du signe à l'alphabet est évacuée d'office, puisqu'elle ne nous concerne pas, en quelque sorte. Cette omniprésence du signe fait que la relation entre l'image et le texte est particulièrement prégnante dans la littérature égyptienne et nous ouvre des horizons justement sur ce qui ne relève pas de l'écrit, mais tout sur quoi le signe peut appeler l'attention. Donc, si vous voulez, le titre indique à la fois le signe, c'est-à-dire le hiéroglyphe, la marque, le dessin, et la trace que l'on peut suivre. Je vous invite donc à une promenade un peu dans le creux, si vous voulez, à essayer de voir la littérature qu'on ne voit pas en Égypte, qui serait la littérature née de l'oralité. Alors, le schéma, comme le rappelait tout à l'heure très bien Thomas Römer, le schéma généralement admis, c'est celui d'une sorte de progrès continu qu'il y aurait. L'homme, dans les premiers temps, dessine un signe, qui est un signe de propriété, puis petit à petit, on phonétise, on fait une phrase, etc., etc. L'exemple classique que tout le monde connaît, c'est ici, dans le matériel d'Oumelkrab, cette étiquette d'ivoire sur laquelle vous voyez un éléphant, une montagne et une plante. C'est Abou, on l'a lu comme étant éléphantine, donc qui s'écrit avec l'éléphant Ab, le déterminatif du pays étranger, et donc on a le signe Abou, et on considère qu'il y a là un progrès qui va vers l'écriture constituée, la première phrase apparaissant un ou deux siècles après, et ainsi de suite. Ça, c'est l'image telle que Thomas nous l'a décrite tout à l'heure. C'est le schéma qui est reçu par tout le monde, étant entendu que le fin du fin, le bout de la chaîne, c'est nous, c'est l'ordinateur, c'est tout ce que vous voulez. Alors, si on reste dans ce schéma, il est évident que le catalogue d'IKEA est un retour à la barbarie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe d'un langage écrit à une série de pictogrammes très, très, très explicites. Le téléphone, il faut bien de temps en temps avoir recours à l'écrit pour savoir à qui on téléphone, mais on a donc, si vous voulez, un schéma dont on voit très rapidement, dans les civilisations à écriture non alphabétique, il est totalement faux. Mais pourtant, quand vous prenez les études les plus récentes
sur l'évolution de l'écriture et de la littérature. Ici, je suis dans l'ouvrage de John Bain, c'est un excellent ouvrage. Il y a l'idée qui est celle d'un progrès supposé constant de la pensée. Vous avez un point zéro, et puis à partir de là, la pensée progresse, et elle progresse en même temps que l'écriture. Donc l'idée qu'il y a derrière ça, pardonnez-moi mes chers amis biblistes, on vous la doit, c'est le fait que vous êtes au sommet de la chaîne parce que vous avez une écriture qui est une écriture qui passe à l'alphabet, donc qui sort de la représentation directe. Les grands coupables, c'est Ougarit, il y en a présent dans la salle. Mais quand on voit la production égyptienne, bien évidemment, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Les choses existent en dehors de ce schéma-là. Quand vous prenez ce genre de schéma, vous avez l'impression, effectivement, d'une progression constante. Il y a une amélioration, l'écriture devient de plus en plus cursive, puis ensuite, à force d'être cursive, elle va arriver à être alphabétique. Ce qui donne des schémas de cette nature-là. Vous partez en gros de la fin du 4e millénaire avant notre ère pour arriver jusqu'à la période chrétienne. Et vous voyez ici, on a sur ce schéma disposé simplement les supports écrits. Et on voit bien la visualisation même du schéma donne un temps chronologique, et puis on voit ces espèces de vagues qui sont censées être un progrès de l'écriture. En fait, quand vous y réfléchissez, c'est faux, puisque depuis la fin du 4e millénaire jusqu'à la fin de l'époque pharaonique, on parle, on écrit ce qu'on appelle l'égyptien de tradition. C'est-à-dire qu'un texte qui est sur les murs du temple d'Hathor à Dendara est au même niveau d'écriture que le célèbre roman de Sinoué que vous connaissez ou que les textes des pyramides. Imaginez que nous parlions latin et que nous parlions non pas latinum de Cucina, mais le latin de Cicéron. Ce serait exactement la même chose. Et l'essentiel de la littérature est transmise dans cette langue figée, dans cette langue classique. Alors, interrogeons-nous un instant sur la relation entre la figuration et l'écrit. Tout le monde connaît la palette de Narmer, je n'ai pas besoin de vous la présenter. Premier document historique recensé en tant que tel de l'Égypte pharaonique, qui raconte le triomphe du roi Narmer, roi du Sud, sur des populations du Nord, et unification de l'Égypte. Et on voit, dans ces représentations directes, qui se lisent comme une bande dessinée, qui se comprennent immédiatement, on voit apparaître des noms, qui sont des noms à commencer par le nom du protagoniste, Narmer, qui est ici, qui est répété ici, le première apparition du nom du vizir. Donc on a l'impression que dans cette forme de représentation qui allie étroitement l'image et le texte étant lui-même des images, on a une référence à tout un ensemble culturel qui existe, mais qui n'est pas formalisé par l'écrit. Et c'est ça la grande question. Si vous prenez un autre document de même nature, ici, toujours le même Narmer, la palette de Narmer, vous avez la même chose, vous avez une espèce de bande dessinée qui vous raconte la soumission des pays à Narmer. Alors ça, c'est le fait tel qu'on vous le rapporte. Mais derrière le fait que vous ayez déjà un vizir, le fait que vous ayez déjà une installation de fête jubilaire, montre bien que la civilisation était constituée et qu'il y avait des référents religieux, historiques, administratifs, économiques, qui préexistaient à une première forme d'écrit. Alors tout cela, on n'en tient généralement pas trop compte dans les évolutions que l'on fait. Vous voyez ici, toujours tiré du même ouvrage, la progression supposée vers l'écriture. Alors on part de début du 4e millénaire avec une marque du genre de ce que vous avez vu pour Narmer, puis ensuite on va, en passant par des petits tableaux de comptes, par des petits textes ou des semi-textes avec un nom, on dit voilà, on arrive à 3100 et il ne s'est rien passé, il n'y a pas d'écriture, mais tout d'un coup, à ce moment-là, que se passe-t-il? Il y a cette longue période de maturation, et tout d'un coup apparaissent des ensembles qui sont des ensembles extraordinairement structurés, extraordinairement construits. Les textes des pyramides, par exemple, qui apparaissent vers 2500 avant notre ère, sont un ensemble énorme, un ensemble de textes extraordinairement construits. Regardez ici, dans cette diapositive, une image de l'antichambre de la pyramide d'Ounas. Vous voyez bien qu'ici, tous ces textes sont très abondants, et ces textes vont se maintenir figés pendant un certain temps. Ici, nous sommes plus tard, nous sommes à la 6e dynastie, nous sommes dans la pyramide de Pépi Ier. Et on voit bien, même sans connaître les hiéroglyphes,
qu'il y a là un ensemble très construit, très complexe, qui va être en fait le premier témoignage des textes funéraires dans le domaine royal, que l'on va voir ensuite dans le domaine des particuliers, puis il va évoluer tout au long de la civilisation pharaonique, mais en passant par l'écrit. Mais comment arrive-t-on, au milieu du 3e millénaire avant notre ère, tout d'un coup, à une forme d'écriture aussi achevée, car la langue des textes des pyramides est la langue classique, avec des jeux extrêmement compliqués, des jeux graphiques, et surtout tout un référent religieux, tout un référent historique, politique, dont nous n'avons pas d'indication avant. Est-ce que ce sont les Martiens qui l'ont apporté? Peu probable. Bon. Donc il faut croire qu'il y a des sociétés qui ne matérialisent pas par l'écrit forcément, alors qu'elles en ont les moyens, alors qu'elles en ont les techniques, qui ne matérialisent pas forcément tout l'ensemble de leur contenu. Et c'est là où l'Égypte a le troisième avantage que vous n'avez pas encore évoqué, c'est celui d'être une culture à moitié africaine. Or, nous savons tous qu'il y a en Afrique de très grandes civilisations qui ont duré fort longtemps. Je pense par exemple au royaume de Ségou, qui a dominé l'Afrique et qui n'a laissé aucune trace écrite. Quand vous allez aujourd'hui au Mali, vous voyez 3 ou 4 morceaux de murs mal fichus qui sont tout ce qui reste de l'empire de Ségou. Eh bien, en Égypte aussi, il y a tout ce fond qui existe, ce fond au contact duquel l'Égypte se trouve aussi. Actuellement, mon collègue et confrère Charles Bonnet est en train de trouver à Kerma, dans le Soudan lointain, toute une civilisation africaine dont il révèle les détails architecturaux, civilisation contemporaine de Toutmose III, donc on est au milieu du 2e millénaire avant notre ère, on n'en connaissait rien il y a 5 ans. Et tout d'un coup apparaissent des temples, apparaît une ville, et on se rend compte que l'on est dans un modèle africain dont on retrouve des bribes dans d'autres parties de l'Afrique. Il y a donc toute une dimension, si vous voulez, que l'écrit ne traduit pas. Un autre exemple, juste parce qu'il est frappant, si vous allez en Namibie, c'est loin la Namibie, vous allez dans le Brandberg, et là vous verrez des peintures rupestres qui raconte une histoire exactement comme la massue de Narmer de tout à l'heure. Et cette histoire, je vous conseille, je vous encourage vivement d'aller lire les œuvres de gens comme Jean-Loïc Lequelec, ces histoires reposent sur un fond qui est l'histoire des peuples mêmes. Donc on a la relation historique d'un élément qui ne se comprend que par rapport à cet ensemble. Le problème est compliqué. Et il était perçu comme compliqué dès l'Antiquité. C'est peut-être le moment de donner la parole à Platon. Ça peut vous paraître étonnant de faire parler Platon après le Brandberg. Rappelez-vous dans Phèdre. Rappelez-vous la discussion qu'il y a et le propos de Socrate. Eh bien, j'ai entendu conter que vécut du côté de Naucratis en Égypte, une des vieilles divinités de là-bas, celle dont l'emblème sacré est l'oiseau, qu'ils appellent, tu le sais, l'ibis, et que le nom du dieu lui-même était Thoth. C'est lui donc le premier qui découvrit la science du nombre, avec le calcul, la géométrie, l'astronomie, et aussi le tric-trac et les dés. Oui, ça c'est un grec qui écrit. Enfin, sache-le, les caractères de l'écriture, c'est-à-dire tout ce qui va déterminer la modernité de la pensée. Eh bien non. Et d'autre part, en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière Thamos, dont la résidence Thamos, l'objet d'un opéra peu connu de Mozart, mais que je vous recommande, dont la résidence était cette grande cité du haut pays que les Grecs nomment Thèbes d'Égypte, et dont le dieu est appelé par eux Amon. Thoth était venu le trouver, il lui fit montre de ses arts. Il faut, lui déclara-t-il, les communiquer au reste des Égyptiens. Nous sommes en plein mythe prométhéen. Mais l'autre lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun d'eux. Et sur ces explications, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, il prononçait tantôt le blâme, tantôt l'éloge. Nombreuses furent donc les réflexions dont au sujet de chaque art, Tammuz fit, dit-on, à Thoth, dans l'un ou l'autre sens. On n'en finirait plus d'en dire le détail. Mais le tour venu d'envisager les caractères de l'écriture, voilà qui nous intéresse. Voici au roi, dit Thoth, une connaissance qui aura pour effet de rendre les Égyptiens plus instruits et plus capables de se remémorer. Mémoire aussi bien qu'instruction ont trouvé leur remède. Et le roi de répliquer, incomparable maître est-ce art, ô Thoth, autre est l'homme qui est capable de donner le jour à l'institution d'un art, autre celui qu'il est d'apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou d'utilité pour les hommes qui devront en faire usage.
À cette heure, voilà qu'en ta qualité de père des caractères de l'écriture, tu leur as, par complaisance pour eux, attribué tout le contraire de leurs véritables effets. Car cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l'auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant en effet leur confiance dans l'écrit, c'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, et grâce à eux-mêmes, qu'ils se remémoreront les choses. Ce n'est donc pas pour la mémoire, c'est pour la remémoration que tu as découvert un remède. Quant à l'instruction, c'en est la semblance que tu procures à tes élèves et non point la réalité. Lorsqu'en effet, avec ton aide, ils regorgeront de connaissances sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront être bons à juger de 1000 choses, au lieu que la plupart du temps, ils sont dénués de tout jugement. Et ils seront en outre insupportables, parce qu'ils seront des semblants d'hommes instruits, au lieu d'être des hommes instruits. À croire que Platon connaissait déjà le monde universitaire. Je ne développe pas, vous avez compris la limite qui est ainsi apportée dans une culture et dans une civilisation qui n'est pas une civilisation de l'écrit. On évoquait tout à l'heure les poèmes homériques, les Aèdes. Il y a une transmission orale qui est réelle et qui contourne volontairement l'écrit. Je vais y venir dans un instant. Alors, quelques réflexions sur l'oralité et l'écrit que vous connaissez, à partir de l'ouvrage exécrable de Jack Goody sur la domestication de la pensée sauvage. Je vous conseille d'aller voir l'ouvrage collectif, certains des auteurs sont d'ailleurs dans cette salle, l'écriture des hiéroglyphes au numérique. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais. Hein. Il y avait les pauvres idiots qui, avec un marteau, faisaient des hiéroglyphes, et aujourd'hui, vous êtes derrière votre ordinateur et vous êtes les maîtres du monde. Alors, pour contrebalancer, si vous voulez ça, je vous conseille de lire les œuvres de Jean-Loïc Lequelec sur les légendes urbaines et la transmission orale. Très joli petit livre qui s'appelle « Alcool de singe et les liqueurs de vipère ». Et puis, quelques ouvrages dont mon épouse ici présente et moi-même avons pu faire la réalisation de façon pluridisciplinaire. Donc, vous savez, est-ce qu'il y a une compétition, une complémentarité ou une spécialisation ? Voilà ici Edgar P. Jacobs, le mystère de la Grande Pyramide, qui est en fait une combinatoire écrit, image, remémoration et jeu sur l'inconscient. Ici, un très joli petit tableau d'Arthur von Ferraris, du début du siècle dernier, le conteur, près d'un Sabil Kitab, au Caire, qui tient en haleine son auditoire, et il raconte. Il ne lit pas, il raconte. Je cite juste, comme transition, une petite pensée de Jean-Loïc Lequelec, dans « À quoi ressemblent les premiers mythes ». Un autre exemple est livré par l'histoire de Polyphème, dont Dewey a pu démontrer par des méthodes statistiques que les versions du Paléolithique supérieur comprenaient au moins les motifs suivants. Des animaux sont enfermés dans la demeure d'un monstre, un chasseur entre dans cette maison sans y être invité, puis se retrouve enfermé à l'intérieur. Cherchant à le tuer, le monstre fait sortir les animaux en contrôlant chacun d'eux, mais le chasseur parvient finalement à s'échapper en se cachant sous le ventre d'une des bêtes. Et Lequelec de conclure, nul doute qu'au cours des veillées de Cro-Magnon, les conteurs préhistoriques devaient passionner leur auditoire en improvisant sur un canevas narratif. Je ne vais pas plus loin, je pense que vous avez vu quelle est mon intention. Alors, interrogeons-nous sur la littérature figurative, la littérature orale en Égypte ancienne. Et là, nous entrons dans la trace du signe. Il y a toute une documentation qui consiste en des représentations généralement préservées sur des ostracas, c'est-à-dire sur des tessons, qui sont reproduits par des artisans. Un des principaux gisements est la communauté d'artisans de Deir el-Médina. Donc nous sommes toujours au milieu du 2e millénaire avant notre ère. Et sur ces représentations qui sont associées à la fois à des écoles de scribes et des écoles de peintres, on les retrouve, les scribes que tu annonçais d'entrée de jeu, peut-être pas comme tu le pensais, mais on les retrouve. Et dans ces écoles qui associent, on a à la fois des apprentis et des maîtres qui sont expérimentés. Alors, on reconnaît les travaux des apprentis, à leur maladresse, à leur gaucherie, à leurs erreurs, les fameuses fautes de transmission. Alors là, bien. Mais on voit aussi la main du maître, comme vous avez ici, qui dessine des scénettes. Ici, vous avez un singe qui est en train de manger des figues. Vous allez me dire, ça c'est rien, ça existe, ça arrive, on les voit bien. Les singes chapardeurs qui passent, qui mangent. Oui, ça va commencer à se compliquer un peu. Voilà ici un autre ostracon qui montre un chat et une souris. La souris, vous le voyez, porte des vêtements empesés de grands personnages de la ville. Le chat, c'est un chat.
C'est le serviteur, il évente, vous voyez, la souris qui respire nonchalamment une fleur de lotus avant de croquer une délicieuse oie rôtie. Satire, histoire, référence, œuvre littéraire, c'est difficile à dire. On est encore dans un domaine qui peut être la satire. Voilà ce que c'est les Richards pour lesquels on fait des tombes. Ce ne sont que des souris qui s'engraissent dans le fromage pendant que les autres travaillent. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Autre représentation. C'est plus compliqué. Tiens, toujours une souris. Décidément, la souris, c'est le nanti, la souris, c'est le riche. Bien. C'est vrai d'ailleurs, puisqu'elle vit dans les provisions de céréales. Bien. Et ici, vous avez un autre singe. Mais celui-là, il n'est pas en train de voler, il est en train de gagner durement sa vie, il joue de la harpe. Quand vous fouillez dans ce que l'on sait de la mythologie égyptienne, le singe, la madriade, n'est jamais harpiste. Donc ce n'est pas une référence, on pourrait dire c'est référence à un mythe. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit là d'une allusion, peut-être à une œuvre pour laquelle nous n'avons pas de tradition écrite, mais qui était communément diffusée dans la population. Un conte, une fable. Et vous allez voir que ce mot de fable devient de plus en plus vrai, et vous allez parfois avoir l'impression de vous trouver chez Ésope. Voilà ici une hyène qui est en train de faire danser un bouquetin. Vous voyez, elle joue du hautbois double, ici, et elle fait danser un bouquetin. Normalement, les hyènes et les bouquetins, ça ne va pas ensemble. Enfin, si, mais une fois. Et on a ici, comme souvent dans ces figurations, des représentations des contraires. C'est-à-dire qu'on a soit la représentation simplement d'une fable qui représente comme le renard et les raisins, etc. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi une allégorie. Une allégorie entre le bien et le mal, le positif, le négatif, la proie et le chasseur, etc. On ne sait pas le déterminer, mais on sent qu'il y a derrière tout cet arrière-plan. Un exemple qui a fait beaucoup fantasmer les égyptologues, c'est ce petit ostracone qui représente un cormoran, ici. Vous voyez bien le cormoran sur ses œufs, et devant, il y a un chat, une chatte, qui est en train de parler, qui tient une canne et qui est en train de parler à un singe. On a là une scène totalement construite, qui est certainement l'évocation de quelque chose. Alors, les égyptologues se sont creusés les méninges, on y a vu le mythe de la déesse lointaine, parce que les gens pensaient que c'était un vautour. C'est pas un vautour, c'est un cormoran. Donc, ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi, parce que le petit chacal, c'est celui qui était allé chercher la déesse. Bref, les égyptologues ont bâti tout un roman sur cette représentation, qui est probablement totalement faux. Mais ce faisant, ils ont fait fonctionner la forme littéraire. C'est-à-dire que cette forme a été l'objet elle-même d'une légende urbaine qui va pouvoir continuer à se développer. Alors, je ne développe pas ça parce que ça nous prendrait trop de temps. Parfois, on nous aide. Vous voyez ici, à nouveau, sur cet ostracone, une scène domestique parodique, toujours la souris, toujours le chat. Donc vous commencez déjà à avoir une idée des fables, vous commencez à comprendre. Et regardez, le chat offre à la souris, lui présente une coupe, donc lui présente à boire. Et là, nous avons une bande dessinée. Il y a, bon, évidemment, le texte est très fragmentaire, donc on ne peut pas en tirer plus que ce que vous voyez. Ta fille, tes enfants soient bénis, qu'apparaisse sa compagne en gambadant. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais là, on nous indique bien qu'on est dans un contexte, et ce contexte n'est contenu que dans ce type d'œuvre. Ça peut connaître un grand développement. Vous voyez par exemple ici, oui, cachez votre joie, un papyrus un peu fragmentaire, mais c'est voulu, qui est le grand papyrus satirique de Turin. Alors ce grand papyrus satirique de Turin, d'époque ramesside, donc la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, est connu pour des représentations licencieuses qui montrent les prêtres et prêtresses en train de forniquer les uns avec les autres. Mais en même temps, il y a tout un ensemble de fables. Donc j'ai choisi, vous vous en doutez, de vous présenter le deuxième, pas le premier. Donc voilà ici des représentations dessinées, puisque le papyrus est très fragmentaire, ce sont les premiers dessins de Drovetti, Rossellini, pardon. Et vous avez ici, vous voyez, des scènes qui sont à l'évidence des scènes de fables. Ici, le chat qui conduit un troupeau de canards. Ici, le canard qui est en train d'attaquer un chat.
Vous avez ici, devant la tombe des musiciens qu'on croirait être les musiciens de Brême, hein, c'est un petit peu la même chose, et ainsi de suite. Donc on a ici la guerre des chats et des souris. On a tout un ensemble pour lequel nous n'avons aucun élément écrit. Et je peux le dire, parce que ce n'est pas un raisonnement aporétique, la masse est telle qu'on aurait des bribes, si vous voulez, on aurait des fragments qui ressurgiraient. Alors comment peut-on arriver à saisir la trace de cette littérature non écrite? Eh bien, on a manifestement affaire ici à des éléments de fable, à des éléments de récits populaires qui sont très répandus et très connus, puisqu'ils sont suffisamment explicites pour que tout le monde les comprenne. Donc une des façons de les retrouver a été tentée entre les deux guerres par un égyptologue allemand qui a été d'écumer toute la littérature à la recherche des proverbes, des sentences gnomiques, pour essayer de retrouver un fond. Donc il a beaucoup travaillé sur les comparaisons avec les animaux, tel ou tel animal, et petit à petit il est arrivé à dessiner dans le creux tout un ensemble dont on voit bien qu'il était un véritable corpus littéraire non inscrit. Donc, si nous ranimons nos petits personnages du Brandberg, ici, et en manière de conclusion provisoire, eh bien, le signe et la trace, c'est la difficulté de repérer la diglossie. La diglossie, vous pouvez la repérer dans un texte littéraire par référence à d'autres textes littéraires. Mais dès que vous faites jouer deux chants différents, l'écrit et l'oral, ça devient compliqué. J'en prends un exemple parce qu'il est amusant et que je sais qu'il vous restera en tête. Il existe dans la littérature égyptienne une littérature qui relève à la fois de l'écrit et à la fois de l'oral. Ce sont les chants du harpiste aveugle, c'est-à-dire des chants qui sont représentés, comme vous le voyez ici, dans un ensemble funéraire. Nous sommes dans le tombeau de Inerhaou. Inerhaou et son épouse, vous voyez comme elle a l'air heureuse, elle fait des grands sourires, et un petit salut de la main au harpiste, en vain parce qu'il est aveugle, donc il ne peut pas voir le salut de la main. Et le harpiste aveugle, vous avez le texte de son chant derrière lui. Et que fait-il, que dit-il, ce harpiste aveugle? Il chante la douceur de la vie, la tristesse de la mort et la douceur de la vie après la mort. Autrement dit, on a un chant qui est extrêmement important, qui est à la fois une déploration et un chant de consolation. On est en plein mythe de la Renaissance, donc on est dans quelque chose qui est fondamental. Et ça, on ne va pas le trouver dans les grands textes funéraires. On ne va pas le trouver dans les textes osiriens, dans les textes ammoniens, rien. C'est en quelque sorte la réponse humaine, si vous voulez, à l'interrogation mystique de la mort. Et donc notre harpiste chante dans ce milieu merveilleux, tout le monde est content. Regardez, je ne voulais pas dire écoutez, parce que si je vous chantais, ce serait épouvantable. Regardez ce qu'il chante. Une génération passe et la suivante est là. Depuis le temps des ancêtres, les dieux d'autrefois reposent dans leurs tombes. Les nobles défunts aussi sont enterrés dans leurs tombes. Mais ceux qui ont édifié les tombes, leurs lieux ont disparu. Les grands sont restés, mais les petits. Ceux qui ont édifié les tombes, leurs lieux ont disparu. Qu'est-il advenu d'eux? J'ai écouté les paroles d'Imhotep et d'Arjedef, dont on répète les dits tout entiers. Vous voyez la littérature orale. Et on a quelques copies, mais ces copies sont très certainement des résumés, on y revient, de ces œuvres. Qu'est-il advenu de leurs lieux? Donc, même eux, ils sont restés par leurs œuvres, mais ils ont disparu. Leurs murs sont effondrés, leurs lieux ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Personne ne revient de là-bas pour nous dire comment ils vont, pour nous dire ce dont ils ont besoin, pour apaiser nos cœurs, jusqu'à ce que nous allions là où ils sont allés. C'est magnifique. Je pourrais m'arrêter là. On se mettrait tous à pleurer, ce serait très bien. Mais, la diglossie est un art difficile. Derrière cette image merveilleuse, cette image pleine de foi, d'espérance, s'en cache une autre que l'on connaît par quelques œuvres figurées et un texte démotique. Voilà notre beau harpiste. Regardons-le. Ouf, il est moins beau celui-là. Il est devenu difforme, il est devenu hideux. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a détourné l'image? Est-ce qu'il y a là un pessimisme face à la mort qui va apparaître? Même pas. C'est simplement une histoire drôle comme les aimaient les Égyptiens. Regardez le texte démotique dans la belle traduction d'Agu Labordère et de Chauveau. L'exécrable Orouja du papyrus Vienne 38-77.
C'est tristesse et vague à l'âme que d'entendre la voix de cet infâme quand il chante. C'est véritablement un interprète déplorable. Et en plus, il se répète. Il se tient sur le dromos quand il ne faut pas, faisant entendre aux dieux ce qu'il déteste. Comment se présente-t-il dans une fête? Comme le meilleur dans son art. Et il s'assoit, l'air absorbé, tel un vrai chanteur, et il soulève la harpe pour chanter. Dans son esprit, c'est un virtuose. Nul ne parvient à lui dire « abominable crétin », car après sa prestation, c'est l'abrutissement qui s'abat sur le public. Et il chante sans s'apercevoir que sa voix est assommante, alors même que sa bouche proclame sa gloire. Quiconque le voit en train de chanter est affligé pour la journée. Inutile de se répandre en paroles quant à son comportement. Il cumule tous les travers. Qui l'a poussé à jouer de la harpe? Chez qui a-t-il appris à chanter? Son interprétation est hachée, car sa tâche habituelle est le terrassement. Sa spécialité est l'irrigation. Ses doigts sont plus noueux que des racines. Ils ne sont pas faits pour une harpe. Sa voix fait plus de broie qu'une pelle dont le manche pèserait 30 in. Ses couacs sont plus nombreux que ceux écrits. Son chant compte des fautes innombrables, plus que ceux qu'a chanté l'homme de Bousiris. J'en passe, à la fin, il irrite tellement la déesse qu'elle lui fait la peau. Alors, arrivé, si vous voulez, face à cet exemple, on peut se demander où est la vraie tradition orale et où se situe-t-elle dans l'échelle littéraire et où se situe-t-elle dans le goût même du public. Et comment identifier une tradition orale? Alors, ces chants du harpiste sur lesquels nous avons terminé, ils sont connus par les traditions écrites, mais vous voyez que les représentations montrent qu'on n'a qu'une partie. On n'aurait pas trouvé ce papyrus démotique, on ne saurait pas tout ça, et le hasard a fait qu'on s'est aperçu que derrière ces représentations se cachaient des développements, c'est-à-dire qu'une littérature orale est capable de se développer par elle-même, de bourgeonner, de se ramifier. Existe-t-il des œuvres comparables aux épopées homériques, puisque la question a été posée tout à l'heure? Vous avez vu que dans le chant du harpiste, le beau, le vrai, on évoque Imhotep, on évoque tous ces grands personnages. L'Égypte a divinisé Imhotep. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que la civilisation dure sur pratiquement 4 millénaires. On l'a divinisé à basse époque. Je vous ai mis tout à l'heure une petite statue d'Imhotep pour que vous la voyez. Les grands personnages qui ont composé des œuvres sont connus, ils sont eux-mêmes devenus objets de légende. Sésostris, Toutmosis, Raemouaset, vous savez, le fils de Ramsès II qui n'a pas régné parce que son père a vécu trop vieux et qui est devenu un prince éclairé, qui a restauré les monuments, etc. Inaros, en particulier, reflète certainement des traditions orales, mais qui ne nous sont connues que sous leur forme compilée. Le cas d'Inaros mériterait qu'on s'y arrête, mais on n'a pas le temps. Il s'agit en fait d'une influence grecque sur un fond oral égyptien, et c'est sous l'influence grecque que ce fond oral passe à l'écrit, parce qu'il correspond à la volonté politique d'Élagide à ce moment-là. Donc, vous voyez un peu, on a l'impression qu'on puise dans un immense trésor oral ce dont on a besoin. Alors, une façon d'y arriver, c'est l'anthropologie. Il faudrait mieux connaître les mythes africains que sémitiques. Ça permet de replacer quelques œuvres, et on se rend compte, dès que l'on commence à pratiquer ces mosaïques, que les résultats sont spectaculaires. C'est très rapide, et on arrive très rapidement à faire de véritables réseaux. En fait, et pour être méchant avec les scribes, les plus grands obscurantistes, ce sont les scribes, puisqu'ils ne nous ont laissé qu'une tradition écrite, nous privant terriblement de cette tradition orale. Mais c'est aussi l'avantage de nos professions, où il faut être à la fois archéologue, historien de l'art, historien, philologue, pour comprendre et mettre en phase des éléments qui apparaissent à travers l'archéologie. Voilà, je suis arrivé au bout, je ne résiste pas, pour terminer, oui, ce sont des effets, je ne résiste pas, pour terminer, à vous montrer ceci, qui est le monument au bourg. C'est le Fortrijker Monument de Pretoria qui raconte le combat des bourgs et des Africains. Alors vous avez les gentils Afrikaners et puis vous avez les méchants noirs. C'est une immense fresque qui est dans un monument qui ressemble à un bourg germanique et qui n'est même pas une bande dessinée. C'est-à-dire qu'on a une surcharge symbolique dans tous les dessins qui sont représentés à sens unique. Il est évident que ce ne sont pas les Noirs qui ont fait ça. Ce n'est pas eux qui ont fait ce décor. Mais vous avez, à travers cela, toute une charge où vous retrouvez l'âme germanique complète,
vous retrouvez les angoisses européennes, etc., qui sont uniquement figurées par une référence à des traditions non écrites, mais qui sont figées dans la pierre. Je m'arrête là, je vous remercie.